Oui, qui est en ligne. Je disais que les présentations, les différentes présentations qui ont eu lieu, il est important que vous ayez des informations, des idées, de lire ces présentations pour avoir des idées. Parce qu'il y a un examen qui est derrière nous. Donc, ces questions peuvent sortir un peu dans cette présentation. La dernière fois, nous avons eu à parler des mangroves, voir l'utilité des mangroves, voir les avantages, savoir quels sont les différents types de mangroves que nous avons, qu'est-ce que le mangrove, etc. Et aujourd'hui, nous allons parler un peu, avant de parler même des satellites, je disais la dernière fois qu'on devrait parler voilà, des différentes phrases. Donc, je vais essayer de prendre une sucette. Voilà, les strates. On disait que les forêts en Côte d'Ivoire, mais je pense que ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire, ça peut être de façon générale dans toutes les zones forestières. Du point de vue physionomique, elles se caractérisaient par deux aspects essentiels. On avait des strates horizontales et puis des strates verticales. On disait que les strates horizontales apparaissent comme un moutonnement horizontal. Et puis les strates verticales sont marquées par trois types de strates. Les strates horizontales, je vais essayer de voir si on avait montré dans les cours précédents une végétation. Bon, je vais quand on regarde cette photo-là, ici, lorsqu'on prend le cas des différentes strates dont je veux parler, ici, là, je parle des strates horizontales. Souvent, quand on prend de façon vue de dessus, pas vue de façon verticale, mais vue de façon horizontale de dessus, on a l'impression que ce sont des moutons qui sont groupés. C'est pourquoi on dit ça donne un paysage de moutonnement. Ça, c'est les strates horizontales. Et les strates horizontales, disons, voilà. Les strates horizontales, disons, dans nos forêts denses, de façon, quand tu te places au-dessus, c'est-à-dire une vue de dessus, on a vraiment un moutonnement. Ça, ce sont des strates, c'est une strate horizontale, de façon horizontale. Mais de façon verticale, là, nous avons trois types de strates. On a les strates supérieures, les strates moyennes, les strates inférieures. C'est vrai qu'on parle des strates en forêt, mais je pense que les strates aussi peuvent s'appliquer aussi aux savanes, aux différentes savanes. Et dans la forêt, nous avons des strates supérieures, des strates moyennes et puis des strates inférieures. Lorsqu'on prend cette stratification, par exemple, d'une image de forêt ici, la strate inférieure, nous voyons que la strate inférieure, ce sont en quelque sorte tout ce qui est en dessous. Tout ce qui est en dessous. On peut mettre la strate inférieure avec, on peut-être jusqu'à 5 mètres ou bien à 3 mètres ou autre. Tout ce qu'on a en dessous des arbres. Ça, on appelle ça la strate inférieure. Ensuite, on a la strate moyenne. Dans la strate moyenne, nous aurons deux niveaux. On a un deuxième niveau de stratification qui est là et un troisième niveau de stratification. Je pense bien que
La strate inférieure, comme je le dis, elle se situe au niveau du sol. Au niveau du sol, on n'a pas de tapis à passer au niveau de ce sol et elle est plus ou moins libre. Elle est souvent, on a la présence souvent des hyperacées, des fougères, des champignons et tout. Et en fonction des données climatiques, après la strate inférieure, il y a parlé de la strate moyenne. La strate moyenne qui prend en compte deux niveaux. On a le deuxième niveau, un troisième niveau. C'est le milieu que nous appelons la strate moyenne. Et cette strate moyenne est située en dessous de la première. Elle est caractérisée par son opacité. C'est à ce niveau que se trouvent la plupart des espèces végétales des forêts denses au stade juvénile ou bien attendant une quelconque couverture pour pouvoir émerger. On dit les jeunes espèces liées à naissance sont y compris. Maintenant, on a la strate supérieure. La strate supérieure aussi qui se représente aussi en deux parties aussi. Et c'est la strate supérieure. Cette strate supérieure, c'est en quelque sorte les grands arbres de la forêt. On a le premier qui est composé d'une boue de frondaison jointure située à une hauteur comprise entre 20 et 30 mètres, formant une sorte d'écran entre les rayons, entre les différents rayons solaires. Et puis, il y a encore le second qui est formé par des spécimens aussi, mais encore plus hauts. Donc, sachez tout simplement, qu'est-ce que je veux dire par là? Au niveau, quand on rentre dans une végétation de forêt, sachez que là, vous avez des strates supérieures, des strates moyennes et des strates supérieures. Si vous rentrez par exemple dans une zone occidentale, si c'est par exemple dans une forêt, une zone, une savane boisée ou une savane arborée, combien de strates vous allez observer? Oui, dans une savane boisée ou bien arborée, combien de strates vous allez observer? Deux strates. La première strate, la strate inférieure, ça sera quelle strate? Les herbacées, oui, oui, les herbes, et puis la deuxième strate, ça sera dans la. Si vous rentrez par exemple dans une savane herbeuse, vous aurez combien de strates? Vous aurez normalement ce strate. Même s'il y a quelques arbres qui sont présents qui sont très rares, vous allez, tout est dominant, la strate est dominante. Donc, vous voyez, disons, ces différentes classifications permettent de vous guider quand vous êtes en zone souterraine. Donc, c'est très important quand vous allez dans une, par exemple, une zone qui est mise en jachère. Donc, voilà combien de strates. Une zone qui est mise en jachère. Une seule strate. En jachère, oui. La zone est mise en jachère. Pourquoi deux? Par exemple, c'est une jachère de 5 ans, par exemple, une zone de culture, et puis on a parlé de 5 ans et la végétation dans le sol. Vous pouvez avoir combien de strates? La toute première strate qui est vraiment celui des herbes en dessous, et puis l'autre strate, c'est on appelle ça, les plantes grimpantes, les quelques arbres, les hauts herbes. Donc, quand vous allez aller dans la nature, sachez différencier les différentes formes. Donc, quand vous avez plus de deux strates et autres, et vous allez qu'à 3, 4, ça veut dire que vous êtes dans vraiment pour respirer. Sinon, dans les autres types de végétation, vous pouvez avoir ces deux types différents types de strates. C'est pas évident. C'est comme dans une zone de steppe, vous allez avoir combien de strates? Vous voyez. Mais dans une zone forestière, vous pouvez aller jusqu'à 3, 4 strates. Les arbres les plus hauts, c'est la strate supérieure. À côté des arbres autres, la strate toujours supérieure, ensuite la strate moyenne, ce sera les arbres intermédiaires, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore fini leur croissance. Et puis la strate basse, qui seront par exemple les champignons, les petits arbres qui cherchent à pouvoir grandir et créer leur itinéraire pour de croissance. Donc, dans les strates qu'on détermine dans une zone de végétation, encore pas la même chose que dans une zone de végétation, ça va nous faire une espèce de. C'est bon? Est-ce que dans un désert, on peut parler des strates? C'était juste ce petit point que j'avais vu à vous. Maintenant, on va parler de vite. Les satellites, déjà, la présentation que nous avions donnée, on donnait un grand point là-dessus. Ici, les satellites où je vais beaucoup plus m'attarder, c'est beaucoup sur les absorptions.
Et c'est une définition très simple du couvert végétal, comme on dit les satellites producteurs végétal. Le couvert végétal, on veut parler de végétation, c'est des ensembles de plantes qui poussent en un lieu bien donné. Comme on a eu à définir la dernière fois sur ce que c'est que le bio. C'est beaucoup rapidement pour garder. Et ces différentes végétations jouent un rôle très, très important. La protection des sols, le cycle de carbone, le cycle de l'eau, la production d'énergie. Et pour cela, il faut pouvoir faire une gestion, pouvoir faire une bonne utilisation, pouvoir faire une gestion, pouvoir faire un suivi de ce couvert végétal-là. D'où l'importance de la télédétection. Donc, la télédétection nous permet de non seulement capter, mais de pouvoir faire une bonne utilisation de la végétation que nous avons, une gestion, un suivi de la végétation que nous avons. Par exemple, celui qui a parlé de la dynamique de la végétation, seulement que cette dynamique-là, c'est pour un suivi. Voilà, c'est pour un suivi. Quand tu vas établir la dynamique de la végétation, c'est-à-dire que c'est un suivi. C'est-à-dire, par exemple, ça va te permettre de comparer en 90 comment était le couvert végétal, en 2000 comment était le couvert végétal, en 2010 comment est toujours ce couvert végétal, est-ce que les salanges prennent de l'ampleur, est-ce que la forêt prend un pas, si la forêt prend un pas, qu'est-ce qui s'est passé pour que la forêt prenne un pas, tout ça, il faut trouver les éléments. Si c'est en 2020, est-ce qu'on peut toujours parler de forêt encore chez nous ici? Si oui, il y a combien de superficie qui reste maintenant? Parce que la superficie en 90, ce n'est pas la même en 2020. Peut-être qu'il y aura augmentation ou diminution, ou bien peut-être disparition même. Voilà. Et donc ça, ce sont la qualité de fait qui va te permettre de faire cette suivi. Bon, hors de façon, si tu ne devrais pas aller sur le terrain pour faire ce suivi, ce n'est pas possible. Ton œil n'a pas cette capacité de pouvoir faire cette vue-là pour une grande distance. Pourtant, les émettes satellitaires t'aident déjà. Et dans cette dynamique d'utilisation, quelqu'un d'autre peut, dynamique de la végétation, quelqu'un d'autre peut venir étudier l'utilisation des sols à côté. Quand tu étudies la dynamique, mais quelqu'un d'autre peut venir étudier l'utilisation des sols à côté. Quelqu'un d'autre peut venir encore dans ce sujet utiliser les feux de brousse. Tu vois? C'est vrai que ça représente une dynamique du couvert végétal, cette dynamique est là, mais quelqu'un d'autre va venir faire des études sur les feux de brousse. Moi, je cherche à comprendre qu'est-ce qui s'est passé de 90 en 2000. Est-ce parce qu'il y a eu beaucoup de feux de brousse qu'on a assisté à un type de végétation qui a été qui je ne peux pas dire disparaître, mais il y a eu une réduction, une partie de cette végétation. S'il y a eu des feux de brousse, comment étaient ces feux de brousse? Comment étaient les saisons? Est-ce que les saisons sèches étaient plus longues, plus courtes et autres? Donc, quelqu'un d'autre peut venir étudier, toi qui étudies la dynamique, quelqu'un d'autre peut venir étudier les feux de brousse. Quelqu'un d'autre peut venir étudier l'utilisation des terres. L'utilisation des terres, c'est pour voir un peu l'activité humaine. Dans ce cas de l'utilisation des terres, la déforestation, les cultures et autres, tout ça, les feux de brousse aussi, bien en ligne de compte. Donc, vous voyez, quand il y a un sujet, il y a beaucoup d'ouvertures qui sont compliquées. Mais pour pouvoir rester dans le temps, comme ce n'est pas des sujets de tel, pour faire avant 4 ans, vous allez suivre le paramètre. Pour des sujets de masse, comme on donne souvent, quand on donne un sujet, c'est pour un élément bien précis. Et donc, on est resté dans cet élément bien précis pour pouvoir recueillir le maximum de résultats. Les autres informations peuvent être comme la télédétection, tout ça, tout le monde connaît la télédétection active passive. Ce qui est important, les satellites à haute résolution spatiale, ce sont des satellites qui utilisent les satellites à haute résolution spatiale, des satellites à basse altitude qui utilisent des études dont les études se font à l'échelle locale. Comme des satellites à très haute résolution, des très fines résolution, sont des satellites qui font des études de façon plus restreinte, de façon plus locale. Et ces satellites permettent de déceler des changements d'origine naturelle ou entreprises survenus sur un territoire. Ça permet de faire une surveillance au niveau du déboisement et autres. Dans le cas de la dégradation, du morcellement des forêts et autres, ce sont ces satellites-là qui permettent de pouvoir faire. Quand on parle des satellites à basse résolution ou bien à faible résolution, ce sont des satellites qui utilisent un grand couvert végétal. Et ces satellites qui utilisent un grand couvert végétal, très souvent, c'est pour faire des suivis des variations saisonnières, annuelles des couverts végétaux, mieux comprendre le fonctionnement de la biosphère, cartographier des variations à court terme de la végétation à l'échelle planétaire et autres. Donc, toi, ton étude, par exemple, l'étude de cette dynamique, ça sera où?
En Côte d'Ivoire, ici. En Côte d'Ivoire. On dit en Côte d'Ivoire déjà, non, ça déjà fait. Moi, je lance ça fait. Donc, si c'était dans le domaine, dans le cas de l'Afrique de l'Ouest, le domaine des langues patentes, c'était, ça ne pas passé 30 mètres. C'était ce qui allait être intéressant pour cette. On peut utiliser Maudit. Maudit, ça a plus de capteurs. On peut utiliser aussi végétal. On peut utiliser Maudit, c'est qu'on peut utiliser d'autres satellites dans des résolutions encore plus, on appelle ça, des résolutions qui couvrent des échelles encore plus grandes, à très basse, et qui couvrent des échelles encore plus grandes. De la législation. De quoi? De l'occupation du sol, d'une dynamique. Si, tu peux parler de l'occupation du sol. L'utilisation du sol, l'occupation du sol, je peux dire que c'est la même chose. C'est la même chose, c'est le français qui change. L'occupation des sols, l'utilisation des sols, c'est la même chose. Les deux, c'est l'un et l'autre, c'est la même chose. L'occupation, on parle de quoi? De législation en place. Je prends l'exemple de l'agriculture, par exemple. Oui, oui. On parle du salaire du sol, c'est l'agriculture, c'est chez les valeurs, c'est chez les payants, c'est chez les palmiers. Mais si on parle du sol, si on parle de la spécificité, c'est différent. C'est une zone spécifique. Oui, oui. Donc, c'est une zone qu'on fait chez les valeurs, qu'on fait chez les payants. Bon, je n'arrive pas à bien te cerner parce que. Après, il m'a fini de poser ta question. C'est le champ, c'est une zone vide. C'est un sol, on a un champ de maïs, un champ de Congo, un champ de palmier. Mais si c'est à l'occupation du sol, on passe, on peut le spécifier. On dit quoi? C'est quoi? C'est une terre cultivée. Une terre cultivée. Une terre cultivée, on va dire qu'on va se cacao parce qu'on va se partir à l'île. Mais c'est toujours dit que c'est champ. Quel que soit le sol, c'est le même thème. C'est-à-dire, quand on parle d'occupation d'une c'est l'intervention de l'homme dans la différence. Oui, il n'y a pas de différence. L'occupation des sols. Et lorsque l'homme intervient là, c'est non pas l'occupation. Et il y a une différence. Donc, c'est quand on dit que l'homme intervient dans la nature, ça devient des effets de l'action anthropique de l'homme. L'action anthropique, c'est-à-dire l'homme modifie la nature, la végétation naturelle qui était là. Quand tu fais la dynamique de la végétation, pourquoi dire que si on peut parler de l'occupation, c'est parce qu'il y a eu des modifications dans cette végétation. Elle n'est pas restée naturelle depuis le début. Mais si c'est une végétation naturelle où tu fais, comment tu tranquillises cette végétation, là, tu vas pas faire de l'occupation du sol. Tu vas pas faire d'occupation du sol. S'il n'y a pas d'occupation du sol, voilà, s'il n'y a pas d'occupation, tu ne vas pas faire d'occupation. Tu vas faire ta classification, tu as dit la dynamique de la végétation, mais le couvert végétal. Mais quand tu vas venir parler de, par exemple, la dynamique de la végétation ou bien un couvert végétal, souvent quand on parle de la classification du couvert végétal, dans ce couvert végétal, très souvent tu vas voir qu'on ne met pas trop l'accent sur les cultures. On peut parler du couvert végétal, c'est-à-dire c'est la forêt, savane, steppe, les différents types de formations végétales. Dans ce sens, on parle du couvert végétal. Mais en dessous, il y a les occupations de choses qu'on ne peut pas vraiment ressortir en pratique. Mais quand c'est une étude de dynamique, puisque quand on dit dynamique, c'est comme si la végétation, il y a eu des changements. Donc, s'il y a eu des changements, ces changements peuvent être dus à quoi? À l'action humaine. Tous les changements souvent sont dus à l'action humaine. Peut-être qu'il y a des phénomènes naturels, mais souvent il y a des changements. Le plus souvent, c'est l'action humaine. Donc, toute cette action humaine, elle fait déjà l'utilisation du sol. Elle fait déjà l'utilisation du sol. Ça peut pas, ce sont des thèmes pratiquement qui s'avoisinent. C'est bon. Bon, ici, la résolution spectrale, vous connaissez, non? Chacun de vous, vous avez tous les résolutions spectrale. C'est l'aptitude du capteur pour pouvoir séparer les signaux de longueur d'onde dans des sons différents. Ça s'appelle la résolution spectrale. Et la résolution spatiale, c'est quoi? Mais c'est différent, hein. Il y a spectral et il y a spatial. La résolution spatiale, c'est quoi? Ça veut dire ça, il faut que vous le sachiez. On peut vous demander de faire une cartographie en fonction de, en utilisant une cartographie de façon spatiale. La résolution spatiale, qu'est-ce que c'est? La résolution spatiale appelle au pixel. Elle fait appel au pixel. On peut dire aux dimensions.
Vous voyez, donc, on parle de l'espace, vous voyez qu'il y a des dimensions. Oh, les pixels, ce sont des dimensions, n'est-ce pas? 30 mètres sur 30 mètres, 1 mètre sur 1 mètre, 251 mètres sur 251 mètres, 10 mètres sur 10 mètres, ce sont les dimensions, vous voyez. Donc, mettez dans votre compte des réseaux spatiales. Et puis spectral, spectral, ça fait appel au réseau spatial, c'est dans l'espace. Dans l'espace, vous voyez. Dans l'espace, et puis, on peut, dans cet espace, on vient s'ajouter aussi le temps. C'est bon? Ah, ça, c'est des petites définitions simples à faire que vous pouvez avoir dans l'esprit. Ici, comment on définit les propriétés optiques des feuilles? On parle des feuilles. Une feuille, on ne la reconnaît pas quoi? Il vient de dire ici, par sa tenue en pigment. On la reconnaît aussi par l'anatomie des feuilles, par la structure des cellules, et puis par la tenue en eau. C'est tout ça qui caractérise la feuille. Donc, à partir de là qu'on peut savoir si la feuille est saine ou que si une feuille est malade. Ces trois éléments-là, ces trois propriétés de feuilles, c'est vraiment important au niveau des plantes. Et ces éléments varient au cours du temps et entraînent par conséquent des changements dans la structure des caractéristiques végétaux. En fonction du temps, en fonction des saisons, et donc ces caractéristiques peuvent varier. La teneur en pigment peut varier. L'anatomie des feuilles peut varier. Les structures peuvent varier. Qu'est-ce qui peut varier l'anatomie des feuilles? Qu'est-ce qui peut varier l'anatomie des feuilles et puis les structures? Les infections, les attaques. Et la teneur, qu'est-ce qui peut influencer la teneur chez les plantes? La saison. Et c'est ce qui utilise les, on appelle ça, la signature spectrale, c'est ce que je peux dire. C'est-à-dire, vous allez voir que la signature spectrale d'une plante saine, elle est différente d'une plante qui est malade. À cause de ces différentes propriétés qui sont là. Vous allez voir la manière dont les longueurs dont parcourent ces différents éléments chez une plante saine ou chez une feuille saine. C'est pas la même chose que chez une feuille qui est malade. Tout à l'heure, on va voir. Quand on parle, on prend par exemple le cas de la télédétection passive ou bien la télédétection active, on voit que les longueurs d'onde bleues et rouges sont absorbées par la chlorophylle. On va voir tout à l'heure. Ça, c'est pas bien. Bon, je vais parler de ce qu'on va arriver là-bas. Les longueurs d'onde bleues et rouges sont absorbées par la chlorophylle. Les verts sont très réfléchis par la feuille. Et ça, c'est dans quel niveau de la télévision? Dans le visible. Dans le visible, nous voyons que pour une plante saine, ça c'est le cas d'une plante saine. Les bleus et les rouges sont absorbés par la chlorophylle. Ensuite, dans le proche infrarouge, on assiste à un fort réfléchissement on appelle ça des longueurs d'onde, mais cela se passe au niveau de la chaîne vacuoleuse. Et on va comprendre un peu. Avant de venir parler de... J'avais tout à l'heure parlé de la structure des propriétés des feuilles. Vous voyez qu'ici, la structure interne des feuilles en santé agit comme un excellent réflecteur diffus pour les longueurs d'onde de l'infrarouge. Lorsqu'on prend, par exemple, ici, ça c'est une bande de longueur rouge, et quand on prend une feuille saine, ici, ou bien une plante saine, de façon générale, vous voyez que les pigments, on le voit plus dans le visible. Quand on parlait de la structure cellulaire de la feuille, c'est-à-dire savoir si c'est des feuilles qui sont attaquées, des feuilles saines et autres, on va venir parler dans le prochain infrarouge. Lorsqu'on va venir au niveau de la quantité de la teneur en eau, tout ça là, on vient maintenant dans le moyen infrarouge. Ici, pour pouvoir se, comme on le dit, si nos yeux pouvaient percevoir l'infrarouge, les feuilles paraîtraient très éclatants sous nos longueurs d'onde. Ici, dans l'infrarouge, c'est la partie qui permet de définir vraiment le côté, je dirais, genre, une feuille, une végétation verte, une forêt verte. Vous allez voir que la réflectance de cette forêt dans l'infrarouge est vraiment très important, très élevé.
Avant de venir parler de changement, je vais descendre encore. Avant de venir parler de une image. Est-ce que c'est ça? Voilà. Les caractéristiques spectrales des longueurs d'onde. Ici, j'ai mis un lien. Ce lien qui est en dessous, bon, pour ceux qui sont curieux, peuvent reprendre et puis aller sur Internet. Il y a un peu plus de documentation. C'est important de aller lire, surtout pour vos travaux de recherche. Il va falloir expliquer tout ce que vous constatez, tout ce qui va étudier. Pour d'autres, on veut étudier, je ne sais pas, quels sont vos tel que vous. Mais c'est important, parce que pour définir, pour expliquer ce qui se passe, les phénomènes, vous ne pouvez pas imaginer. C'est pas possible. Il y a des études qui ont été faites, il y a des explications qui accompagnent cela. Donc, ici, ce sont des informations qui sont issues dans un cours qui peuvent vous aider dans l'argument qu'on dit de la partie, on appelle ça, discussion. Dans la discussion de vos mémoires et ça peut vous aider. Ici, qu'est-ce qu'on observe? Ici, on parlait tout à l'heure de signature spectrale. Vous connaissez la signature spectrale de l'eau. Vous connaissez la signature spectrale d'un sol. Vous connaissez la signature spectrale d'une végétation, des précises végétation verte. Et donc, c'est ce que nous avons tout simplement ici. Vous voyez ici que tout à l'heure, on disait que pour une plante saine, qu'est-ce qui se passe pour le bleu et le rouge dans le visible? On a une absorption forte. Et qu'est-ce qui est réfléchi? Le vert est réfléchi. Ça, c'est dans le visible. Une fois qu'on rentre dans le proche infrarouge, qu'est-ce qui se passe? La réflectance est élevée. Et cette réflectance, vous voyez le pic ici. Le pic de cette réflectance-là est déjà élevé. Et elle continue son chemin. Quand on prend le sol, vous voyez, pour le sol, vous allez observer peut-être au début, on a une faible réflectance, mais au fur et à mesure qu'on avance, la réflexion augmente. Quand on prend, par exemple, le niveau de l'eau, on a une réflexion. Ici, cette image ne la montre pas bien, mais je vais prendre plutôt cette image-là. On a une réflectance qui est élevée au début, et au fur et à mesure, cette réflectance diminue. Cette réflectance, ici, la réflectance que nous observons, ça veut dire qu'est-ce qui se passe au niveau de l'eau? On a une absorption réflectance du bleu. Donc ici, c'est qui nos yeux voient bleu parce que c'est ce qui est plus réfléchi. La couleur qui est plus réfléchie. Pour les feuilles, nos yeux vont voir vert parce que c'est ce qui est réfléchi. Maintenant, pour les autres, par exemple, quand on prend les feuilles en automne ou bien les feuilles en automne, nos yeux ne voient plus vert parce qu'il y a un mélange, un grand mélange de coloration qui va faire, voilà, un mélange de réflectance qui va faire qu'on va avoir des colorations. Soit jaune, soit orangé, soit gris, ça va dépendre de la quantité de chaque composante de couleur qui influe dans cette ordre de réflectance. C'est bon? Ce qui est important que je voulais présenter ici, c'est cette image-là. Cette image résume en quelque sorte tout au niveau d'une végétation. On dit la signature spectrale d'une plante verte ou d'une plante saine. Cette image-là, tout le monde, vous devez avoir calqué ça dans votre esprit. Une fois que vous l'avez et que vous faites vos études, ça vous aide. Ça vous aide. Ici, nous voyons que dans le visible, comme on l'a dit, le visible, elle est liée au pigment. Et dans le pigment, on a une absorption, comme tout à l'heure on disait, du bleu et puis du rouge. Et on a une réflectance du vert. On est toujours dans le visible. Pour voir la structure de la cellule, la structure cellulaire tout à l'heure, pour savoir l'état de la plante haute, c'est dans le proche infrarouge. Dans ce proche infrarouge, on a une forte réflectance dans le proche infrarouge, précisément au niveau du rouge. Le proche infrarouge, quand on commence le proche infrarouge, la réflectance est dans le rouge. On a une forte réflectance là. Lorsqu'on vient au niveau de, par exemple, pour savoir les quantités d'eau, soit dans l'atmosphère, mais même, bon, ici on ne va pas l'atmosphère, mais la quantité d'eau au niveau de la feuille, savoir l'absorption de cette quantité d'eau au niveau de la feuille. Vous allez voir que pour une plante saine, regardez l'absorption d'eau. Elle est très importante dans le champ infrarouge. Nous avons trois niveaux d'absorption d'eau. On a une forte absorption d'eau ici, une autre forte absorption d'eau ici, une autre forte absorption d'eau ici. Mais si c'est une plante qui est sèche, vous allez voir que ici, qu'est-ce qui va se passer au niveau de cette peau? C'est-à-dire,
Est-ce qu'elle va descendre? Elle ne va pas descendre. Pourquoi? Parce qu'on aura une faible absorption d'eau. Donc, la faible absorption d'eau va faire que la courbe sera, au lieu de descendre dans ce sens, elle sera suspendue en haut. Donc, du coup, déjà dans votre différentes signatures spectrales de votre végétation, ça peut déjà vous aider. Par exemple, pour quelqu'un qui va étudier, par exemple, les feux de brousse et autres, et il doit, par exemple, spécifier, par exemple, la tenue en eau, ce qui a fait que peut-être on va favoriser les feux de brousse et autres. Souvent, cette activité spectrale peut augmenter. Parce que cette zone-là, très souvent, quand ça commence quand vous faites les études, surtout pour les feux de brousse, il y a une étude qu'on prend pendant la saison sèche, il y a une étude qu'on prend pendant la saison pluvieuse. Vous allez voir que en saison pluvieuse, la signature spectrale, dans le cas de l'absorption de l'eau, sera très importante. Pourtant, en saison sèche, cette signature spectrale, au niveau de la plante, va changer à cause de la de même chose qu'au niveau de la pigmentation. Vous allez voir que la réflectance dans le prochain infrarouge sera. Comment sera cette réflectance? Bon, en saison pluvieuse, on suppose que la plante est saine. Elle est verte. Quand en saison pluvieuse, cette plante est saine, que va-t-il se passer? Il y a une bonne réflectance. Maintenant, si nous sommes en saison sèche, que va-t-il se passer? On n'aura pas une bonne réflectance, mais cette réflectance sera comment? Élevée ou bien faible? Elle sera faible. Si c'est une plante qui est malade, elle sera aussi faible. Vous voyez? Donc, déjà, ce sont des trucs que vous devez avoir dans l'esprit. Donc, ça, c'est comment le B à bas. Et à partir de là, tu peux voir ce qui se passe pour les autres plantes, en fonction des saisons ou bien en fonction de l'état de la plante. À côté de cela, viens t'ajouter les plantes que nous savons. C'est bon? Tu as des questions? On est bienvenue. Les deux amis ont donné plus d'informations. Je vois s'il y a quelque chose à faire. Je vais te dire ça. Avant de parler d'une conclusion, quels sont les inconvénients? Est-ce qu'on peut parler d'inconvénients au niveau des satellites? Non, télédétection au niveau des satellites. Non, bon, pas pour de façon générale, la télédétection. La télédétection, c'est un outil qu'on utilise pour pouvoir étudier des phénomènes. Maintenant, cet outil-là, quels sont ses avantages? Quels sont ses inconvénients? Ou bien ses limites, merci pour le mot. Voilà, j'ai voulu dire ses limites. Quelles sont les limites, par exemple, oui? C'est que les limites, les contraintes du terrain, les contraintes du terrain qui sont là, ce sont des limites, parce qu'on a voulu vraiment aller à la télévision de pouvoir aller sur le terrain. Mais si avec la télévision, on peut aller sur le terrain, ça c'est aussi une contrainte, parce que c'est pour éviter tout ça là qu'on cherche à améliorer les différents capteurs de la télévision. Peut-être une année, il va arriver un temps où peut-être on a fait. Ensuite, à quel niveau, oui? La durée de vie limitée des satellites. Ensuite, l'acquisition par les contraintes liées aux saisons, voilà, au couvert nuageux que nous avons. Je pense que dans les pays, les pays sahéliens, chez eux là-bas, vraiment, ils n'ont pas ce souci de couvert nuageux. Donc, ça fait que vraiment, les images sont très fortes. Mais surtout, dans les pays où en Afrique de l'Ouest, surtout au niveau des forêts, autour, on a une photo. C'est vraiment un peu difficile. Vous pouvez nuageux. Ensuite, quoi encore? On a aussi les prix. Parce qu'il n'y a pas assez de satellites qui sont libres. Tout pour nous, les pays qui ne sont pas des développés. Il n'y a pas beaucoup de satellites qui sont libres. Les satellites ont une très bonne résolution pour faire des études pointues et approfondies. Ce sont des satellites qui sont coûteux. Les montants, les prix sont coûteux. Donc, déjà, ça sont quand même des limites pour nous. Ça va? Et puis, il y a quelle autre limite encore? Je pense que c'est
Autre question? Question? Vous qui êtes en ligne, ça va? Oui, professeur, pour le moment, ça va. Comment ça va? Ok, si Oui, ça ça va, va. oui, question, oui. J'aimerais savoir, oui, si on fait une table de discussion, quels sont les objectifs être composés pour le cas de végétation? Si tu fais un cas de végétation, quels sont les éléments qu'il faut compléter dans ce cas pour que ça soit complet, pour faire nous dire qu'on a un cas d'occupation du sol? Qui peut répondre à cette question? Oui. Alors, d'abord, on fait une case dans cette Mhm. si tu as des ta case de visitation. Lorsque je fais ta case de visitation, j'avais un objectif, c'était Mhm. et voilà. Parce que si on est la dynamique, maintenant, tu as un autre objectif. Plus qu'il est visitation, c'est un visitation qui est moi, c'est quelqu'un qui Un cas d'occupation du sol. Mhm. Par exemple, tu avais nourri 14 de végétation. Et puis peut-être, qu'est-ce que je peux dire? Il y a une carte, peut-être une carte de bâtisse. De bâtisse, c'est-à-dire les bois et tout ça. Exemple. Tu as fait la végétation, je peux que peut-être c'est un sol, une végétation naturelle, un sol, il y a de temps encore les végétations. Puis maintenant, il y a, avec les années, il y a eu l'évolution, il y a les routes qui sont tracées, il y a les trucs. Oui, c'est une carte, s'il y a une carte pour les bâtiments, c'est comme ça. Ah, des routes sont ajoutées à cela. Tu vas pouvoir te permettre de faire ça. Et puis, pour pouvoir faire encore faire l'occupation des sols, c'est-à-dire les cultures, il faut pouvoir, en plus de ces cas de végétation, parce que ces cas de végétation, tu ne peux pas faire un cas de végétation en te concentrant seulement sur une année. Ou bien soit tu fais couvert végétal de la végétation 2020. Point. Mais tu ne peux pas parler de dynamique avec une seule carte. C'est pas possible. Voilà. Donc, si c'est pour faire une dynamique, tu fais ta dynamique. Quand tu vas finir ta dynamique, tu peux maintenant venir spécifier maintenant une autre carte, faire ressortir une autre carte pour l'occupation des sols. En venant voir dans cette autre dynamique-là, s'il y a eu des zones de culture et autres, qu'est-ce qui s'est passé dans le passé? Est-ce que c'était des zones agricoles? C'était de façon, est-ce que c'était de façon traditionnelle, c'est-à-dire de petites surfaces. Voilà pourquoi nous n'ont pas eu un impact plus, qu'on avait construit. Maintenant que peut-être on s'est modernisé, pourquoi il y a des grands impacts dans sa succès. Donc, c'est intéressant de venir ajouter à cela une autre carte d'utilisation. Et ça me fait aussi comme un peu sur le terrain, aujourd'hui, ceux qui prennent beaucoup l'autoroute, en gros, c'était une zone quand je passais, il n'y a pas encore de tout pour eux. Ils peuvent vraiment s'observer le long de l'autoroute. Vraiment des champs de verre. Quand tu prends l'autoroute, il y a beaucoup de déforestation. Beaucoup, tout ça, pourquoi on peut les réussir. Donc, si on prend notre état d'occupation, tu vas dire 80, tu vas aller 2000. Tu vas dire 2000. On prend les années 2000, et puis, cas de problème, les années 2000, 2002, on va dire, c'est très bien. C'est pas sur le c'est des qui se passent. Donc, du moment quand tu as une carte, tu as une carte de végétation qui est donnée, qui est à côté de cette carte, il ne faut pas télécharger. Il faut des images qui vont permettre de voir si cette carte de végétation que tu as là, est-ce qu'elle est restée constante? Est-ce qu'elle est restée constante? Il n'y a pas eu des changements. S'il y a eu des changements, des gens, des types de changements qu'il y a eu, si ce sont des traces que tu as, pour nous rendre ceci, afin de pouvoir faire une c'est bon. Pour dire que la classification que tu as fait, la validation consiste à quoi en fait? C'est pour dire que la classification que tu as fait sur ta et quand tu allais sur le terrain, ce que tu as observé, les points que tu as fait, quand tu les as analysés,
quand avec les paramètres de choses, de probabilité ou de catégorie, elles sont pratiquement identiques. C'est-à-dire qu'elles sont pratiquement les mêmes résultats que tu as dit. C'est que là, j'ai fait une très bonne validation. Parce que quand on fait une classification, j'ai fait une très bonne classification. Parce que les résultats que j'ai eu de ma classification, et je suis allée sur le terrain avec les données que j'ai posées. Quand je suis venue et que j'ai croisé ces données, elles me donnent toujours pratiquement identiques. On fait une marge, on met très faible. Pour faire une bonne classification, normalement, quelle est